Pas de répartition dans une maison enchantée avec l'aide d'un vieux chapeau tout moisi parlant. Pas de colocation entre fées, sorcières ou spécialistes. Ni Poudlard, ni Alphéa. Et ce lieu est quand même une seconde maison, ou presque. Question. Peut-on envisager l'internat comme la meilleure opportunité en matière d'apprentissage de l'autonomie? Bienvenue sur Capsule Éducation. La seconde juridique, ou comment définir les codes de l'internat. La circulaire Internat de la réussite pour tous du 18 juillet 2016 fixe des axes précis sur le fonctionnement et les objectifs des internats. Premier axe, un internat pour les élèves qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ouvert à chacun sans distinction de niveau, de mérite ou de potentiel, et avec une priorité aux élèves défavorisés ou domiciliés en zone rurale lorsque la demande est supérieure à l'offre. Deuxième axe, un projet d'internat pédagogique et éducatif exigeant et bienveillant, c'est-à-dire un espace propice aux apprentissages et à la réussite scolaire. Il s'agit tout bêtement d'assurer le bien-être de l'adolescent autant que celui de l'élève, en tenant compte de chaque besoin et en impliquant toute la communauté éducative. Troisième axe, des personnels engagés et formés et des partenaires mobilisés, c'est-à-dire permettre aux internes d'être accompagnés dans leur travail personnel par du tutorat, du mentorat ou tout autre travail coopératif. Des formations sur les problématiques de l'internat sont aussi accessibles à toute personne qui travaille en lien avec l'internat pour optimiser la prise en charge. Quatrième axe, une politique d'information, d'accueil et d'aide à l'attention des parents, c'est-à-dire inviter les familles à considérer l'internat comme une mode de scolarisation possible et leur rappeler son accessibilité via des bourses. La communication ne doit pas laisser les responsables légaux en retrait, ceux-ci ayant bien une place à l'internat, d'où la nécessité de faciliter les échanges. Cinquième et dernier axe de la circulaire, un pilotage affirmé et un travail conjoint nécessaire au développement de l'internat public, c'est-à-dire développer une offre suffisante et équitable sur tout le territoire et aussi dans les niveaux d'enseignement jugés prioritaires, comme par exemple l'éducation prioritaire et les zones rurales. Il est aussi question de rénovation et de création de nouvelles structures d'hébergement. La circulaire du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d'enseignement dit ceci. Un règlement particulier annexé au règlement intérieur sera élaboré pour l'organisation de la vie en internat. En ce qui concerne la discipline, les élèves internes relèvent des mêmes instances et procédures que les élèves externes. En somme, le règlement de l'internat est basé sur un niveau local et pas national. De quoi expliquer les écarts parfois énormissimes entre internats de même ville ou de même bassin. Si la base du règlement reste similaire, chaque établissement adapte son propre fonctionnement sur les remontées observées. Et sur la question de l'exclusion d'un interne, la circulaire y répond facilement. Les internes relèvent bien des mêmes instances que les élèves externes, ce qui veut dire qu'une exclusion temporaire ou définitive de l'internat ne peut être décidée qu'en conseil de discipline. Et la mesure conservatoire est la seule exception, puisque le chef d'établissement peut la prononcer à lui tout seul depuis mai 2014. Cette mesure doit prévoir d'interdire provisoirement l'accès à l'établissement en attendant un conseil de discipline. Donc ce n'est pas une mesure qu'on voit tous les jours. La circulaire du 10 août 2015 relative aux missions du CPE explique ceci. Lorsque l'établissement dispose d'un internat, le CPE veille à ce que le projet éducatif contribue à la réussite et au bien-être des élèves qui le fréquentent. Tous les CPE de l'établissement participent à l'organisation et à l'animation éducative de l'internat. Il en résulte qu'aucun ne peut être spécialisé dans les responsabilités d'internat. Et ici, comment interpréter la spécialisation des responsabilités? Le CPE est totalement impliqué dans l'internat. Pourtant, il ne semble pas pouvoir porter le titre et la fonction de responsable d'internat, si je fais une lecture correcte de cette circulaire. Dernière circulaire pertinente, c'est celle du 24 avril 2017 relative aux établissements régionaux d'enseignement adapté. La spécificité des EREA est d'offrir, en complément de l'enseignement général adapté et de la formation professionnelle,
un accompagnement pédagogique et éducatif en internat éducatif, dont les particularités tiennent en partie au public accueilli et à l'intervention d'enseignants du premier et du second degré et d'assistants d'éducation. Ces établissements inscrivant leur action dans la lutte nationale contre le décrochage scolaire, l'internat peut être proposé aux élèves repérés par les équipes éducatives ou peut être demandé par la famille et l'élève. Il y a ici une différence appliquée entre l'internat en milieu ordinaire et l'internat éducatif. Les deux n'ont pas tout à fait les mêmes vocations, ni les mêmes moyens ou encore les mêmes publics. Et s'il y avait une autre circulaire à se garder, ça serait peut-être celle du 28 juin 2009, sur le développement des internats d'excellence et des plans académiques de l'internat. Mais le sujet ici concerne bien l'internat simple. On prendra le temps de disséquer les internats d'excellence sur un autre épisode, étape par étape. D'autres points juridiques à dire. Le projet éducatif et pédagogique de l'internat doit en principe être connu de tous, parents compris. Et on a bien du mal à trouver des pratiques égales ici. Certains internats présentent un projet établi et très clair. D'autres se font plus discrets dessus, on va dire. Est-il possible d'héberger temporairement un personnel dans l'internat? Là encore, la culture de l'établissement fait que les internats peuvent accueillir un personnel enseignant ou même non enseignant dans leurs murs, avec ou sans contrepartie financière. Ce dépannage ne signifie pas pour autant confier les tâches de surveillance au personnel hébergé. Et les disparités de traitement font que certains collègues seront quand même sollicités malgré tout. Heureusement, ce n'est pas la norme. Et malheureusement, l'hébergement temporaire à l'internat n'est pas beaucoup proposé. Question de place non disponible ou juste ne pas penser à cette éventualité, voire une question budgétaire en plus. N'en reste pas moins que l'hébergement temporaire lors des périodes d'examen et de correction éviterait à de nombreux enseignants de devoir se trouver un logement cher payé pour juste quelques jours. Solution pas encore généralisée, et en même temps, on peut avoir de belles surprises quand on fait la demande directement. Question mixité des assistants d'éducation à l'internat. Il n'y a vraiment aucun texte précis, à tel point qu'on ne sait pas comment jongler dans cette problématique qui revient régulièrement. Les cellules juridiques confirment que les textes ne prévoient rien sur le fait d'avoir un AED homme en internat fille ou une AED femme dans celui des garçons. Cependant, le bon sens et la psychologie de l'adolescent feraient plutôt basculer le fonctionnement sur un AED de même sexe que les internes de son étage. Autre question, celle des délégués d'internat. La circulaire du 24 avril 2002 dit que les délégués d'internat sont des interlocuteurs privilégiés pour améliorer l'internat et participer à la recherche de solutions aux problèmes observés. C'est un peu un rôle d'intermédiaire en fin de compte, autant dans le dialogue avec les responsables que celui avec les autres internes. Éducation.gouv spécifie aussi que les établissements comportant un internat élisent leurs propres représentants et qu'un délégué de classe peut cumuler son mandat avec celui de délégué d'internat. Mais il n'y a pas plus de précision, ni même un caractère obligatoire pour ce délégué si spécifique. Loupe sur les chiffres. Quelle dynamique et quelle perspective! D'un dortoir collectif et peu joyeux, on est passé à l'internat focalisé sur le bien-être de l'élève, en passant par des plans de relance successifs et récurrents, comme par exemple celui de l'internat scolaire public initié en 2000. Toutes ces relances souhaitaient propulser l'internat et les chiffres qui vont avec, sans forcément aboutir au succès attendu. Hier, les enfants favorisés y étaient envoyés pour assurer leur réussite scolaire. Aujourd'hui, l'accent est mis sur les zones rurales et défavorisées, avec plus ou moins de difficultés là aussi. S'y ajoute finalement le label récent d'internat du XXIe siècle, pour désigner les nouvelles résidences à thème, les internats d'excellence et les internats de campus pro. Pas mal de structures donc, pas mal de paperasse, d'objectifs à atteindre, et toujours des disparités sur le territoire. Des chiffres, rien ne vaut des chiffres. On remercie l'ADEP et les rapports repères et références statistiques 2021 et l'état de l'école 2021 pour leurs données précises. Quel serait le coût d'un interne? Eh ben, bonne question, et impossible d'en donner une réponse globale, puisque ça dépend de l'internat. Les prix varient entre le public et les différents privés, d'où l'infaisabilité d'estimer un budget. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'en 1994, il y avait dans les 4% d'internes en tout, pour 3,3% en 2020.
Ça fait petit, et en même temps, ça montre bien que l'internat reste une mode de scolarisation peu utilisée. Combien d'internats en 2020? 56,8% des lycées en seraient équipés, contre 4,9% des collèges. Ça donnerait dans les 0,4% de collégiens internes pour 7,5% d'internes lycéens, soit environ 189 400 élèves internes dans le secondaire, et 223 400 élèves quand on y ajoute les STS et les CPGE. Et quand on compare avec le nombre de places disponibles, ça nous donne le chiffre suivant. 222 812 places réparties dans 1529 établissements. Plus précisément, 229 au collège, 932 en LEGT et 368 en LP. Si ces chiffres sont exacts, la conclusion est simple. Les places disponibles sont insuffisantes pour héberger tous les internes inscrits. Peut-être un élément qui expliquerait en partie le peu d'élèves internes parmi les 5,6 millions d'élèves scolarisés dans le secondaire. Y aurait-il une grosse différence entre le public, le privé et l'agricole? 56% d'internes dans l'agricole, selon le rapport Portrait de l'enseignement agricole 2021. 3,7% des élèves internes dans le secteur privé de l'EN et 3,2% dans le secteur public de l'EN. En chiffres, c'est 45 229 internes du privé contre 144 185 dans le public. Et rien d'aussi précis sur l'agricole. Pour compléter, quand même, 37% des élèves scolarisés dans les 80 REA sont aussi inscrits en internat éducatif. Rien de surprenant dans la mesure où ces établissements sont souvent éloignés du domicile familial. Les chiffres, ce sont aussi les personnels des internats. Et c'est encore quelque chose que l'on ne peut pas avoir parce qu'il n'y a pas d'effectifs publiés. C'est-à-dire que le rectorat donne une dotation à chaque établissement, et c'est l'établissement lui-même qui choisit combien de ses AED seront en internat, en fonction des étages et du nombre d'internes, et aussi s'ils seront en temps plein ou à mi-temps, accouplés avec les besoins en externat aussi. Construire une base de données des effectifs s'avère forcément délicat, de même avec les CPE qui sont tous concernés dès lors qu'il y a un internat. Quant au personnel d'entretien et au personnel technique, eux aussi sont partagés entre le service de jour et du soir. Bref, on ne va pas pouvoir y voir clair sur les personnels, tant pis. Au-delà des chiffres, quels sont les profils d'élèves accueillis? Contrairement à ce qu'on pourrait croire facilement, il ne s'agit pas que d'élèves au domicile éloigné de leur établissement. Il s'en trouve pas mal qui habitent à proximité et qui font le choix de l'internat, ou dont les parents décident de les envoyer en internat. D'autres qui ne vivent pas tout près et qui préfèrent au contraire rester chez eux sans prendre l'option internat, ou qui aimeraient sans en avoir les possibilités. En fait, les profils sont aussi variés que les élèves. Par impératif économique, par besoin de vivre en dehors du cadre familial, ou par nécessité de se loger à proximité pour ne pas enchaîner les heures de transport, et tant d'autres raisons d'ailleurs. L'internat n'est pas qu'une maison, c'est aussi ce lieu qui accueille des vécus différents et des élèves et familles aux attentes parfois complètement opposées. Les réalités des terrains, ou l'équilibre entre apprentissage et relâchement. L'adolescent est l'élève indissociable et la difficulté à doser. L'élève interne vit en permanence dans un cadre scolaire, même si ce n'est plus tout à fait le cadre d'une classe et d'un emploi du temps strict, d'une posture précise qu'on attend de lui. Un cadre qui n'obéit pas aux règles de la maison non plus, malgré l'esprit hébergement ou cocon souhaité. Autrement dit, l'interne ne peut pas être totalement libre de ses mouvements, parce que le cadre qui l'entoure continue de régir une partie de son emploi du temps. Et en même temps, ce cadre doit lui laisser suffisamment d'espace et d'autonomie pour vivre sa vie d'ado et se reposer de la journée. Comment concilier les deux quand on les oppose si facilement sur l'externat? Quand les circulaires parlent d'un équilibre entre scolaire et périscolaire, elles entendent à la fois favoriser une ambiance studieuse par le biais de ces temps scolaires et nourrir l'adolescent pour ne pas le cantonner à son rôle d'élève via les temps périscolaires. Et d'ailleurs, ces moments-là participent aussi aux disparités entre internats. Dans les temps scolaires, on y compte les heures d'études en salle ou en chambre, les propositions de tutorat sous forme obligatoire ou facultative, l'accès à une salle informatique sur des heures précises, l'accès même au CDI selon la culture de l'établissement, la proximité entre les deux lieux et les possibilités avec le professeur documentaliste. Tous ces moments sont censés instaurer un temps de travail réglementé dans la vie de l'interne
et qui changent selon le niveau ou l'âge. Études en salle pour les plus jeunes, études en chambre pour les plus grands, ou d'autres fonctionnements similaires ou complètement différents. Parmi les temps à mi-chemin entre scolaire et extrascolaire, on pourrait citer le foyer avec ses jeux à disposition, ses lectures, ses jeux vidéo ou son baby-foot, ses canapés ou ses recoins pour discuter. À la fois un lieu de détente et un lieu surveillé. Celui où l'adolescent n'est pas certain de pouvoir se délester de sa posture d'élève, tout du moins au début. Et enfin, les activités périscolaires ou extrascolaires qui ne manquent pas selon la politique de l'établissement et ses moyens. Au sein de l'internat, ça peut être des soirées ou des repas à thème, type barbecue, raclette ou tout ce que tu veux. Des soirées télévision si l'internat dispose d'un auditorium équipé. De concours variés proposés régulièrement. En dehors de l'internat, les patinoires et sorties au cinéma, en visite culturelle ou rencontres sportives. Sans oublier les initiatives créées par les élèves eux-mêmes. Un potager ou un jardin, une web radio ou un journal télévisé, des ateliers peinture pour rénover les murs gris et ternes du couloir. Et aussi les rencontres avec des intervenants et des animateurs extérieurs pour des conférences ou des échanges dans la bonne humeur. Bref, possibilités nombreuses pour les temps extrascolaires. Ces moments ne sont ni que de la détente, ni que du sérieux. Chaque activité fait autant appel à l'élève que l'adolescent et lui apporte quelque chose dans les deux aspects. Entre l'ado et l'élève, il y a les règles aussi. Celles qui embêtent l'adolescent alors qu'il vient tout juste de terminer sa journée d'élève. Et ce n'est même pas la règle en elle-même qui gêne. C'est l'impression de devoir rester élève pendant toutes les semaines, de perdre une partie de sa liberté, de ne pas pouvoir profiter au maximum. Le temps codifié de l'étude surveillée est alors compensé par les soirées libres et la facilité de transgresser un certain nombre de règles. Et si les temps scolaires demeurent obligatoires, les temps extrascolaires, eux, n'obligent pas l'adolescent à s'y investir à chaque fois. Certains moments le seront. On imagine les repas à terme qui concernent tout l'internat et pas juste un groupe d'internes. On imagine les quelques conférences sur un thème précis. Mais finalement, le gros des propositions d'activités sont facultatives. La notion de temps libre existe donc bel et bien en internat. Et c'est justement en déclinant un temps proposé par les personnels que les internes peuvent être adolescents et pas juste élèves. Ils gardent une part de contrôle sur leur emploi du temps, décident si oui ou non ils vont donner de ce temps pour une action mise en place par les assistants d'éducation et les CPE, ou tout autre adulte impliqué dans l'internat. On se parle aussi de ce qu'on peut appeler un ajustement de traitement entre les internes. Celui de collège n'aura pas les mêmes obligations et libertés que celui de bac, et encore moins que celui de BTS. La prise en compte s'étend bien sur l'âge et le cycle de l'interne. Par exemple, le BTS peut être moins sollicité sur les temps scolaires, voire pas du tout concerné. Arrivé au niveau des études supérieures, on considère que la maturité et l'autonomie sont acquises, et que l'étudiant peut se dispenser d'être chaperonné tous les soirs pour faire ses devoirs. Est-ce que ça serait judicieux de revenir dessus? Je te pose la question car moi j'hésite encore. La certitude, c'est que les jeunes qui n'ont pas encore passé le bac sont les plus concernés par les temps scolaires, sans que ça ne dispense les autres internes d'observer les règles de vie et de respect. Le lien externat-internat et la proximité, ça compte aussi. En externat, l'élève est attendu sur sa posture, passe toute sa journée ou presque en classe, et la relation au personnel ne peut pas aller très loin, sans même parler de déontologie et d'éthique. En fait, il s'agit plus d'un suivi rapide tant il y a d'élèves et de classes. L'internat, lui, fonctionne différemment, beaucoup plus restreint dans ses effectifs, et moins codifié, mine de rien. Il est admis que la proximité entre les internes et les personnels est plus visible sur ces terrains-là. L'internat est le prolongement de la journée. Les problèmes de la journée se retrouvent le soir quand les assistants d'éducation font le suivi de l'interne. Les inquiétudes des collègues de l'externat se transmettent à l'internat et vice-versa. Les alertes suite à des notes basses répétées ou des moments de mal-être finissent dans les oreilles de l'internat. Et c'est aussi ce qui en fait une force, que la prise en charge du jour soit raccordée à celle de la soirée, de la nuit. Et c'est notamment essentiel quand un conflit d'externat se poursuit à l'internat, à condition d'avoir connaissance du conflit. Exemple. L'élève qui ne mange plus le midi et qui fait mine de manger le soir, jusqu'à ce que la communication entre l'externat et l'internat mette à jour l'alerte, pour une prise en charge et un suivi adapté.
ou un conflit entre deux camarades de chambrée. Conflit qui s'étend à l'externat et qui prend des proportions inquiétantes, jusqu'à ce que la communication entre externat et internat mette une fois de plus le conflit à jour et permette de changer l'un ou l'autre de chambre, ou même une réconciliation après un dialogue qui aura lieu en dehors de l'internat. Proximité, c'est aussi par rapport à qui? Qui sont les personnels impliqués dans les internats? CPE et AED, on a compris. Et on attendra encore quelques épisodes avant de se parler de métier de l'internat et de manager ou chef de projet d'internat. Outre ces personnels de vie scolaire donc, on y trouve aussi des volontaires en service civique habilités à proposer des actions avec les internes, mais jamais à surveiller ou à encadrer. Et dans ce que l'on oublie, il y a les personnels de d'entretien et de restauration, sans qui manger le soir serait un véritable parcours du combattant. Ben oui, on les zappe. Pourtant, ce sont eux qui préparent les repas, le matériel et les salles. Eux qui nettoient les cochonneries des uns et des autres. Moins mis en avant et pourtant bien appliqués dans la vie de l'internat. D'autant que s'ils sont en service mixte, ils peuvent justement aider à dérouler des situations préoccupantes observées pendant un service. Plus rares selon les établissements et les internats, les personnels médicaux et sociaux qu'on imagine être de garde ou d'estreinte, alors qu'ils sont aussi amenés à assurer une présence régulière sur l'internat. Ces collègues ne sont pas beaucoup cités dans le sujet de l'internat, pourtant ils y jouent un rôle important et essentiel, notamment auprès des jeunes en mal-être et dans la prévention. La proximité, c'est donc quand les assistants d'éducation en service mixte voient l'élève en retard à 8 heures et quand ils revoient ce même élève en pyjama à partir de 18 heures, même si le contraire est plutôt rare. Un AED en pyjama devant les élèves, j'ignore si ça arrive tant que ça. La proximité, c'est quand l'interne va au self et voit l'AED manger, ou faire une partie de cartes ou de baby-foot avec tout un groupe d'internes. Le rapport change vraiment entre l'externat et l'internat, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas l'emploi du temps fixe de l'élève, ses absences et ses retards à gérer. Là, il y a la présence du soir à vérifier, l'étude à gérer, mais l'ambiance reste plus détendue. De quoi contribuer à une proximité qui aide à favoriser le lien élève-adolescent. Garder l'œil sur l'un, laisser l'autre s'épanouir, tout en imposant les limites voulues par la fonction. Proximité n'est pas à traduire par copinage, on s'en doute. Là aussi une question de dosage. C'est l'intimité de l'élève autant que de l'adolescent qu'on voit à l'internat, et ce n'est pas rien à ses yeux. Et de son côté, c'est une partie de la vie de l'AED qu'il voit, une façon de ne plus le considérer comme le gardien de l'ordre. Le processus d'autonomie et d'émancipation progressive, crucial à l'internat. Entre ceux qui sont là depuis leur seconde ou leur sixième et qui ont créé leur cocon, et ceux qui viennent tout juste d'arriver avec leurs inquiétudes de début d'année et leur besoin de trouver leur place, les profils sont très nombreux, et le temps d'adaptation n'est pas le même pour tous. Le processus d'autonomie débute doucement quand l'élève habitué à sa maison prend possession de sa chambre d'internat, parfois en individuel, parfois en chambre partagée. Qu'il y pose ses affaires, apprend à s'approprier ce nouveau lit et ce nouveau bureau, ce nouvel espace qui ne sera pas aussi grand que sa chambre, pas toujours aussi confortable, et qu'il devra côtoyer sur le reste de l'année. S'approprier sa chambre passe alors par sa décoration et son arrangement dans la limite des règles. Chaque chambre de l'internat est différente, parce que chaque interne apprend à s'approprier cet espace pour en faire un cocon sécurisant. Pas qu'un hôtel ou un lieu d'hébergement parce qu'il n'y a pas d'autre solution. L'internat se trouve aussi être un refuge pour certains internes, un lieu qu'ils auront même du mal à quitter pendant les vacances, soit parce que les copains ne sont pas là, soit parce que la situation à la maison est délicate, tendue ou dangereuse. Une prison qui se referme sur eux quand l'internat prend la forme d'un cocon protecteur. Qu'est-ce que cela a d'autonome et d'émancipateur? Le fait d'être dans un cadre sécurisant, protecteur et reposant. Ceux pour qui l'internat est un refuge auront de quoi respirer et se sentir plus libres. La possibilité de sortir d'une situation toxique à leur âge, ou toxique tout court. Le fait d'être dans un lieu sain aère l'esprit et favorise la confiance en soi, voire l'aide d'autres internes ou des personnels. Et ces liens créés auront de l'incidence sur l'adolescent en mal-être. Ce soutien acquis en dehors de la maison peut même s'étendre dans le cadre de la maison, avec un adolescent qui apprend à se servir des apprentissages de l'internat pour supporter la vie en dehors de l'internat, avec un contrepoids non négligeable qui vient.
Un refuge est par nature un lieu sécurisant que l'on ne souhaite pas quitter puisqu'il protège. D'où le besoin d'apprendre à se défaire progressivement de ce cocon. Et ça, ce n'est pas plus simple qu'apprendre à vivre avec son mal-être. En dehors de l'idée de refuge ou de cocon, l'internat favorise l'apprentissage de l'autonomie et de l'émancipation via, tiens-toi bien, des règles. Eh oui, des règles qui permettent d'équilibrer les besoins de l'élève autant que celui de l'adolescent, quand les règles de la maison favorisent peut-être plus naturellement le seul adolescent. Exemple concret qui revient pas mal. L'ado qui vit chez lui peut avoir un accès simplifié à beaucoup de distractions. Le cocon de la chambre donne moins envie de se mettre au travail, alors la procrastination s'installe. De quoi se désengager peu à peu des obligations vis-à-vis de l'école. Les responsables légaux n'installent pas toujours de règles précises, ne peuvent pas être derrière l'ado tout le temps pour vérifier qu'il sait doser les temps de travail et les temps de détente, parce qu'il manque de temps ou ne s'investissent juste pas. L'internat joue alors ce rôle via ses études surveillées. Moins de distractions possibles parce que l'heure d'étude est fixée, et fixe aussi. Qu'elle est soit en salle, soit en chambre, et selon les établissements, le portable est récupéré sur l'heure de travail. Ah, ça fait grogner, oui. Ça donne l'impression qu'on coupe la liberté de l'adolescent. Pourtant, ça permet à l'élève de se mettre au travail sans être sollicité par les distractions. Autonomie vis-à-vis du travail scolaire qui finira par faire lui-même sans qu'on l'y force, parce que les habitudes auront été prises. Autonomie quand il va en salle info pour travailler, qu'il arrive à gérer son temps obligatoire pour utiliser le maximum de son temps libre à sa guise. Autonomie quand le portable est rangé sur l'heure d'étude et que les heures de coucher sont raisonnables, parce que l'ado a compris son rythme de sommeil et sait ce qu'il lui faut pour être en forme le lendemain. Oui, bon, ça c'est hypothétique, parce qu'au final, l'autonomie dépend de l'élève et de ses apprentissages. S'il comprend le besoin de règles précises et qu'il peut faire le lien avec les bénéfices que ça lui rapportera sur court et long terme, l'apprentissage de l'autonomie sera plus facile. Émancipation, quand l'élève timide de début d'année réussit à prendre confiance en lui, à s'aimer et à s'affirmer parce que son temps à l'internat l'aura influencé. Les échanges avec les autres internes et personnels l'auront aidé dans son parcours. Émancipation, quand l'élève coincé dans un rapport tendu à la maison parvient à retrouver son équilibre avec l'internat et à passer de l'idée de cocon protecteur à ne pas quitter à celui de cocon béquille qui lui a donné les moyens de tenir face à la maison. Quelque part aussi, l'émancipation face aux éléments qui le déstabilisent chez lui. Et évidemment, l'émancipation progressive vis-à-vis des parents. L'élève qui apprend à gérer sa chambre, à la laisser propre et rangée quand il la quitte le vendredi, qui apprend à la nettoyer et à mettre de nouveaux sacs poubelles quand celui-ci est plein. Vraiment pas qu'une histoire de devoir plus facile à faire grâce au temps obligatoire. Aussi une histoire d'autogestion, donc d'autonomie, face à un espace plus petit que la chambre, peut-être plus surveillé que la chambre, et qui nécessite autant d'attention et de respect que la chambre. Les apprentissages du vivre ensemble, autre essentiel. Le simple fait d'avoir des règles de vie implique un fonctionnement en collectivité, et c'est aussi ce qui caractérise l'internat. Il n'y a pas qu'un seul interne sur un seul étage et avec un seul personnel. Il y a une multitude d'internes parfois disposés dans une seule chambre, sur plusieurs étages et encadrés par plusieurs personnels. Et avant de parler d'entraide, parlons respect de soi et des autres. Au passage aussi un élément qui s'intègre parfaitement à l'apprentissage de l'autonomie. Extinction des feux implique le silence dans les couloirs après une certaine heure, donc apprendre à vivre sa vie sans déranger les autres après une heure donnée. Apprendre à gérer son sommeil, en particulier quand la chambre est partagée. Une histoire de lampe allumée qui dérange l'endormi ou de portable qui vibre tout le temps. De films à regarder quand d'autres essayent de réviser tranquillement dans la chambre. Qu'est-ce que serait l'internat sans ses parties communes? Toilettes et salle d'eau, aussi indispensables que le reste. Et éléments de vivre ensemble, indéniablement. Ça veut dire que chaque interne doit veiller à ses usages de chaque partie, à laisser propre à sa sortie pour que d'autres les utilisent sans être dégoûtés, voire que d'autres n'aient pas à se priver de les utiliser parce qu'elles ne supportent pas la saleté. Que les personnels d'entretien et les assistants d'éducation s'assurent de la gestion des parties communes, oui, ça fait partie de leur mission. Mais ça ne dispense aucun interne de se montrer respectueux vis-à-vis des autres usagers. C'est aussi une certaine histoire de ce qu'on peut appeler pudeur, de savoir garder les limites dans le couloir et les parties communes.
C'est facile de se balader à semi-nu quand on est chez soi. Par contre, à l'internat, c'est interdit, précisément pour le vivre ensemble. Il n'est pas question de sexisme, il est question d'intimité à respecter pour tous. Et ça inclut les personnels aussi. Vivre ensemble, et s'il s'agissait aussi de sociabilité et d'entraide. Mis à part les moments en chambre, le reste est quasi toujours en collectivité, que ce soit dans les études surveillées où des internes peuvent s'entraider dans leurs devoirs ou leurs cours, dans le foyer où plusieurs groupes se mélangent, ou dans le réfectoire où des internes qui ne se côtoient pas ailleurs finissent par manger ensemble. Et dans ces échanges, on y retrouve une partie de ce qui se passe en journée, alors que l'internat pourrait justement atténuer ce fonctionnement. On y trouve des regroupements selon les potes, normal, et un mois normal, des regroupements selon la filière ou le niveau, selon l'étage ou l'origine sociale, ou même d'autres éléments de distinction. Quand on dit que l'internat est une mini-société, ça peut paraître une expression trop forte pour un tel lieu censé être neutre. Et pourtant, l'expression correspond assez bien. L'apprentissage du vivre ensemble, dans ces situations, c'est donc la possibilité pour les uns et pour les autres de se mêler au reste des internes, sans chercher à se rapprocher uniquement des personnes de la même filière, par exemple. Et cette fracture débutée en externat peut vite déranger le fonctionnement de l'internat, en réduisant encore plus les échanges entre les filières et entre les élèves, alors que ceux-ci pourraient parfaitement s'entendre et même s'entraider au quotidien si les relations n'étaient pas autant codifiées et délimitées. Bon, ceci dit, cette façon de faire n'est pas réservée à l'internat ou même à l'école. C'est un peu ce qu'on fait nous-mêmes en tant qu'adultes, en se mélangeant aux personnes qui nous ressemblent par des vécus ou des éléments similaires aux nôtres, des idées similaires aux nôtres. La mixité dont je parle est une initiative que l'on peut prendre soi-même, valable pour le quotidien comme pour les internes, avec pour eux l'appui des personnels. Exemple de comment on peut les y aider. Sur les préparations de début d'année, notamment pour attribuer les chambres à chacun, on peut instaurer cette mixité et cette diversité de parcours dans les étages. Que chacun ait à la fois la possibilité de se retrouver avec des internes de la même classe ou même de la même filière, tout en côtoyant quand même d'autres camarades qu'il croiserait moins le jour. Parlons-en aussi. Les situations de harcèlement ou d'agression au sein de l'internat, et elles ne sont pas exceptionnelles. Donc l'apprentissage du vivre ensemble ne s'arrête pas au respect de soi et des autres. Il y a là la nécessité de protéger les liens et le lieu réputé être sécurisé et sécurisant. Chacune de ces situations vécues doit trouver une réponse ferme et applicable au plus tôt. Quant au vivre ensemble, ici il se manifestera justement par la capacité de chacun, interne comme personnel, de prêter attention aux autres et de participer à la sécurité de tous, en prévenant en cas de harcèlement, en agissant en cas d'agression. La proximité dans l'internat peut réellement avoir un effet sur la confiance et la cohésion de groupe. De quoi permettre à chacun d'agir, d'avoir la capacité de le faire. Ah, c'est bien joli de le dire avec autant de conviction, mais entre mon blabla et les pratiques de terrain, les écarts sont parfois immenses. L'internat comme meilleure opportunité de l'apprentissage de l'autonomie. Éducation.gouv le dit déjà très bien en évoquant un cadre favorable à la réussite scolaire et à l'épanouissement personnel. C'est donc bien un apprentissage que de vivre à l'internat. Mais ce n'est pas la seule opportunité, et sans doute pas la meilleure opportunité possible en la matière. La seconde maison au visage changeant, où peut-on encore améliorer le cadre de vie? Un lieu d'autonomie, d'émancipation et de vivre ensemble, et un lieu qui ne ressemble pas aux autres internats de la ville ou du bassin, pour la bonne raison que le public change chaque année, que les internes eux-mêmes contribuent à une dynamique différente. Les effectifs se renouvellent d'une année sur l'autre, donc la dynamique change aussi. Et les besoins sont à revoir, les activités aussi, le règlement aussi, le fonctionnement global en fait. Autant certaines règles restent ancrées parce qu'elles ne sont pas destinées à être modifiées tous les ans, notamment parce qu'elles montrent leur efficacité, autant d'autres éléments sont amenés à évoluer. Le frein principal, tu vas pas me croire. Disons que proposer des actions et un fonctionnement plus optimal, c'est génial et pertinent. Mais c'est surtout qu'il faut budget et personnel suffisant pour encadrer, s'assurer de la sécurité et la faisabilité de la chose. Et même d'autorisation à tous les niveaux pour mettre en œuvre les changements. Ce n'est pas juste le CPE ou les AED. Ce sont les CPE, les AED, la direction, le département, la région et d'autres intervenants extérieurs.
peut-être même les enseignants, dont le rôle a l'air exclusif à l'externat, avec pourtant des liens intéressants à y faire avec l'internat. Deuxième point qui fait grincer des dents. Toutes ces évolutions découlent d'observations et de remontées en réunion d'équipe, et elles prennent autant en compte l'année en cours que les années précédentes. Forcément, ça suppose à minima un projet éducatif, voire un projet d'internat, et à maxima des évaluations pour suivre les besoins et les objectifs à atteindre. Projet ou évaluation, des termes sur lesquels on peut être frileux pour diverses raisons. Ces éléments s'avèrent néanmoins indispensables pour mesurer les progressions et les ajustements à mettre en œuvre. Et sinon, des exemples de bidules faisables plus ou moins facilement. Dans ce qui est bénéfique et faisable par tous, on pourrait citer l'entraide entre élèves, plus ou moins déjà développée ici et là. Ce qui permet à l'un de mieux intégrer son cours ou de s'entraîner sur un contrôle ou un oral, permet à l'autre d'apprendre de lui-même pour transmettre. L'entraide exige de savoir s'adapter à l'autre, de prendre en compte ses demandes pour y répondre au plus juste, d'être patient et d'apprendre la notion de persévérance à l'autre. Progression pour l'un, valorisation pour l'autre, et une dynamique plus apaisée, plus conviviale dans l'internat. Dans le bénéfique, trouvons-y aussi les délégués d'internat qui peuvent se faire les porte-parole des camarades, défendre leurs intérêts et les projets initiés, argumenter pour obtenir un budget ou une aide. Le fait d'avoir un responsable élève sur qui s'appuyer n'est pas négligeable, surtout lorsque ce responsable élève peut travailler de concert avec le responsable adulte. Les possibilités ne manquent pas et il est quasiment impossible de toutes les lister. De plus, si les capacités sont illimitées, les ressources et le budget sont, eux, très précieusement dilués. Alors si même la possibilité en elle-même paraît réalisable sur papier, les freins humains, matériels et financiers ne sont jamais très loin. Ne reste qu'une chose qui peut être mise en œuvre facilement, sans forcément devoir demander du budget. Favoriser les activités d'équipe pour la cohésion et le dynamisme de l'internat. Ça en passe par l'apprentissage du vivre ensemble et l'apprentissage de l'implication active. L'interne n'est pas que bénéficiaire d'un service. En participant à la vie et à l'animation de l'internat, il contribue à améliorer le cadre et les conditions de vie. Et ça, peut-être n'aurait-il pas autant l'opportunité de le faire s'il s'agissait d'un simple service. Là, il a son mot à dire, par lui-même ou par le biais de responsables internes ou adultes. Pas cher, plutôt difficile à mettre en œuvre au début suivant l'élève et son caractère, et pourtant un souvenir mémorable en fin d'année. L'hôtesse en parle encore et encore, d'un espace de richesse ou d'incertitude. J'ai été interne durant 2 ans, c'était sur mon BTS, et je connais un peu l'internat pour y avoir vécu, et y avoir travaillé aussi. Je sais à quel point certains moments peuvent être grandioses et ancrés dans l'esprit. Et à quel point ce n'est pas toujours facile non plus de vivre 7 jours sur 7 à l'école, avec les règles et les relations qui vont avec. La crainte de ne parler que d'école, de n'être perçu que comme élève et pas comme ce qu'on est, c'est-à-dire adolescent qui est aussi élève interne. Et l'internat a été ce refuge inestimable pour moi. Mon vécu aura fait que j'avais vraiment besoin de ces bouffées d'oxygène, parce que la maison était un peu comme une prison à certains moments. Et le fait d'avoir pu bénéficier de ce refuge m'aura permis de terminer ma scolarité sans trop d'égratignures. Autonomie, oui. Et émancipation, j'ai mis plus de temps quand même. Et voilà, l'internat y est pour beaucoup dans mon projet professionnel. J'ai été une élève en difficulté, puis une étudiante en grande difficulté. Et AED et CPE m'ont apporté aide et soutien sans jamais me juger, devant moi en tout cas. Ils n'ont pas hésité à dépasser leur rôle pour me mettre en sécurité, me secouer quand j'en avais besoin. Et surtout, ils n'ont jamais baissé publiquement les bras sur mon cas, y compris quand ils avaient sûrement l'impression de patauger, de sortir de leur champ de compétences. Le BTS a été une horreur. L'internat pas toujours facile, pour moi comme pour les pauvres futurs collègues que j'ai mobilisés régulièrement. Mais tout ça m'a en partie amené à qui je suis aujourd'hui, dans le personnel comme dans le professionnel. Qui sait, peut-être que l'internat est vraiment la meilleure opportunité pour apprendre à vivre en fin de compte. Qu'en penses-tu? Interroger et comprendre l'éducation nationale, jamais simple. Vendredi prochain, même horaire et même endroit. Situation de harcèlement dans les équipes ou agression dans les vestiaires, apprentissage social ou juste une discipline que l'on veut virer ou augmenter à des fins carrément opposées. Le cours de PS à la loupe.
En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.